Une décision prise à Washington est en train de redessiner, en quelques semaines à peine, l'équilibre économique de toute l'Amérique du Nord. Et cette fois, ce n'est pas une simple querelle diplomatique de plus. C'est une bataille qui va toucher directement le prix du fromage sur votre table, le salaire d'un ouvrier forestier en Colombie-Britannique et l'avenir de milliers d'entreprises qui vivent depuis des décennies du commerce entre le Canada et son voisin du Sud. Avant de commencer, abonnez-vous à La Voix des Nations pour ne manquer aucune analyse sur les grands rapports de force qui redessinent notre monde. Pendant des semaines, Washington a multiplié les pressions. Pendant des semaines, Ottawa a tenu bon, cherchant à négocier sans céder. Mais cette semaine, quelque chose a changé. Le gouvernement canadien a envoyé un message d'une clarté rare, un message qui a immédiatement fait réagir les marchés financiers et les chancelleries. Si vous vivez à Toronto, à Calgary, à Montréal ou n'importe où ailleurs dans ce vaste pays, cette histoire vous concerne directement, que vous en ayez conscience ou non. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble ce qui se joue réellement derrière cette crise commerciale. Pourquoi elle est différente des précédentes, quels secteurs sont en première ligne, et ce que cela signifie pour l'avenir des relations entre les deux pays. Une loi vieille de près d'un siècle. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut remonter au mois de juillet dernier. C'est à ce moment-là que le président américain Donald Trump a décidé d'activer un mécanisme juridique presque oublié, la section 338 du Tariff Act de 1930. Une disposition si ancienne, si peu utilisée dans l'histoire moderne des États-Unis, que la plupart des juristes spécialisés en droit commercial ont dû ressortir leur manuel pour se rafraîchir la mémoire. Grâce à cet outil, l'administration américaine a annoncé l'imposition de nouveaux droits de douane pouvant atteindre 50% sur toute une série de produits canadiens. Les produits laitiers, l'alcool, le ciment, le miel, les bâtons de hockey et une longue liste de produits du bois qui touchent des régions entières du pays. Mais ce qui rend cette décision particulièrement lourde de conséquences, c'est qu'elle ne concerne pas de simples échanges commerciaux ordinaires. Elle vise des produits qui étaient censés être protégés par l'accord commercial liant les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ce même accord qui devait garantir, pour de nombreuses années encore, une forme de stabilité entre les trois pays. Autrement dit, le cadre sur lequel des milliers d'entreprises canadiennes bâtissaient leurs plans depuis près d'une décennie est en train d'être remis en question en temps réel. La date butoir fixée par la Maison-Blanche est le 19 août. Cette échéance est aujourd'hui encerclée en rouge dans les salles de conseil d'administration, dans les fermes et sur les chaînes de production d'un bout à l'autre du pays. Si aucun accord n'est trouvé avant cette date, les nouveaux tarifs entreront en vigueur automatiquement. Et les chiffres donnent le vertige. Près de 20 milliards de dollars d'exportations canadiennes pourraient voir leur coût d'entrée aux États-Unis grimper de moitié du jour au lendemain. Pensons un instant à ce que cela représente concrètement pour les personnes qui font tourner ce pays. Les producteurs laitiers du Québec et de l'Ontario, les cimentiers des provinces maritimes, les apiculteurs des prairies, les travailleurs forestiers de la Colombie-Britannique, déjà fragilisés par des années de conflits successifs sur le bois d'œuvre. Ce n'est pas un débat théorique de spécialistes en commerce international. C'est une question de chèque de paix, de petites villes entières bâties autour d'une seule industrie et de savoir si l'usine du coin gardera ses lumières allumées l'année prochaine. La réponse d'Ottawa. C'est précisément pour cette raison que la réaction canadienne de cette semaine a eu un tel retentissement. Le Premier ministre Mark Carney s'est présenté devant les journalistes et a prononcé une phrase qui continue de résonner dans les milieux financiers. Tout est sur la table, pas une liste restreinte de mesures. Pas quelques représailles symboliques, tout. Carney a été très clair, si Washington choisit d'aller de l'avant avec ses nouveaux tarifs, le Canada est prêt à utiliser l'ensemble des outils dont dispose une nation souveraine pour défendre son économie. Ce n'est pas une simple posture destinée à faire les gros titres. Le Canada a déjà montré, lors de rounds précédents de ce conflit commercial, sa volonté de riposter avec des mesures ciblées. Plusieurs provinces ont déjà retiré l'alcool américain des rayons de leurs sociétés d'État, un geste symbolique mais bien réel, qui se ressent jusque dans les rayons de votre magasin de spiritueux local. Mais ce qui distingue vraiment ce moment des crises commerciales du passé, c'est que Carney ne se contente pas de menacer de riposter. Il envoie un signal beaucoup plus profond, celui d'un pays qui ne veut plus dépendre uniquement des États-Unis comme partenaire commercial. Le Canada fera tout ce qu'il faut pour bâtir notre force chez nous, a déclaré Carney, et pour soutenir les familles canadiennes, nos travailleurs, nos agriculteurs, nos entreprises. Cette phrase porte un poids particulier, car elle s'inscrit dans une stratégie mûrie depuis des années. Diversifier les échanges commerciaux au-delà des États-Unis, renforcer les liens avec l'Europe, l'Asie et d'autres partenaires mondiaux, et réduire cette dépendance qui, à chaque fois qu'un président américain décide de renégocier les règles du jeu, laisse le pays vulnérable.
Pendant des décennies, l'hypothèse de base dans les conseils d'administration canadiens était simple. Les États-Unis sont notre plus grand client, notre voisin le plus proche, notre partenaire le plus fiable. Cette hypothèse est aujourd'hui mise à l'épreuve en temps réel. Et partout sur l'échiquier politique canadien, une même question revient. Comment en est-on arrivé là et comment s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais? Des signaux d'alarme économique. Pendant ce temps, les voyants économiques passent au orange, puis au rouge. Le gouverneur de la Banque du Canada lui-même a reconnu publiquement que ces tarifs freinent l'investissement des entreprises, fragilisent la confiance des consommateurs et alimentent les anticipations d'inflation à un moment où les familles canadiennes ont le moins les moyens d'encaisser un tel choc. Ce n'est pas un argument politique, c'est la propre banque centrale du pays qui affirme, en des termes très clairs, que cette guerre commerciale a un coût réel. Et ce coût apparaît déjà dans les statistiques économiques. Et ce n'est pas qu'une question de grands équilibres macroéconomiques abstraits, c'est profondément concret pour des industries précises qui tirent la sonnette d'alarme dès maintenant. Les producteurs laitiers du Canada ont adressé un message sans détour au gouvernement fédéral. Ne troquez pas la gestion de l'offre contre un accord rapide. Ne sacrifiez pas le système qui protège les producteurs laitiers canadiens simplement pour signer un accord avant l'échéance. Ce message reflète une tension bien plus large qui traverse toute cette négociation. L'urgence de conclure un accord d'un côté et la peur de céder trop de terrain uniquement pour faire cesser la pression de l'autre. Car il faut être honnête, Washington sait que l'horloge joue aussi contre le Canada. Les échéances créent un rapport de force, et Trump a déjà utilisé ce type de délai serré combiné à des menaces tarifaires démesurées pour arracher des concessions rapides. Carney lui-même l'a reconnu, notant qu'il s'agit là d'une tactique de négociation bien connue. Mettre la pression, fixer une échéance suffisamment proche et voir qui craque en premier. Qui va céder? Alors, qui va céder? C'est la question qui empêche de dormir les responsables commerciaux à Ottawa. D'un côté, un gouvernement canadien qui tente de projeter de la force tout en laissant la porte ouverte à un accord. De l'autre, une administration américaine qui a démontré, à de multiples reprises, sa volonté d'utiliser les tarifs douaniers comme un instrument de pression brutale, non seulement contre le Canada, mais contre des dizaines de partenaires commerciaux à travers le monde. D'ailleurs, plusieurs experts juridiques s'interrogent déjà sur la légalité même de l'usage aussi agressif de cette loi obscure des années 1930, qui n'a jamais été appliquée à une telle échelle. Cela signifie qu'il existe un risque réel de contestation judiciaire, même si les tarifs entrent en vigueur comme prévu, une incertitude supplémentaire dans une situation déjà extrêmement volatile. Mais les Canadiens ne devraient pas se contenter d'espérer une décision de justice salvatrice. Car que la contestation légale aboutisse ou non, un fait demeure. L'impact immédiat, la hausse des prix, la perturbation des chaînes d'approvisionnement, l'inquiétude des petites entreprises frapperaient vite et frapperaient maintenant. Ce que cela change pour vous. Alors concrètement, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, chez vous, en train de regarder cette vidéo? Si vous achetez des produits laitiers, du fromage ou de l'alcool canadien, vous pourriez voir les prix évoluer, à mesure que les producteurs s'ajustent à la perte d'accès au marché américain ou cherchent de nouveaux débouchés à l'étranger. Si vous travaillez de près ou de loin dans le secteur forestier, la production de ciment ou l'industrie automobile, des secteurs déjà sur le qui-vive face à ce conflit, la sécurité de votre emploi pourrait être directement affectée dans les mois qui viennent. Si vous dirigez une petite entreprise qui exporte vers les États-Unis, cette échéance du 19 août mérite d'être surveillée d'aussi près que par n'importe quel négociateur à Ottawa. Et si vous êtes simplement un citoyen qui essaie de comprendre les grands titres, voici la façon la plus simple de résumer la situation. Cette affaire dépasse largement un seul tarif, une seule échéance ou un seul président. C'est une question fondamentale. Le Canada peut-il se tenir sur ses propres jambes économiquement ou restera-t-il en permanence à la merci de ce qui se décide à Washington, semaine après semaine? C'est exactement pour cela que l'avertissement de Carney compte autant. Ce n'est pas une simple déclaration diplomatique de plus. C'est le signal qu'un pays se prépare à un avenir où sa relation avec les États-Unis sera fondamentalement différente, moins automatique, moins acquise d'avance, beaucoup plus soigneusement gérée. Secteur par secteur, ce qui est en jeu. Prenons un peu de recul, car le contexte compte énormément ici. Depuis près d'un siècle, le Canada et les États-Unis partagent ce que les économistes appellent souvent la relation commerciale la plus intégrée de la planète. Des pièces automobiles traversent cette frontière 6, 7, parfois 8 fois avant qu'un véhicule ne soit terminé. Du bétail élevé en Alberta peut être transformé au Nebraska avant de revenir garnir une table canadienne. L'énergie coule vers le sud, les biens manufacturés remontent vers le nord. Et pendant des générations, ce va-et-vient a fonctionné comme une plomberie invisible, quelque chose d'automatique auquel personne ne pensait vraiment.
Ce conflit rappelle brutalement que rien dans ce système n'a jamais été garanti. Il a été construit, négocié, entretenu par de vraies décisions prises par de vraies personnes, et il peut être défait de la même manière. Regardons secteur par secteur ce qui est réellement en jeu. Le secteur laitier, d'abord. Le système canadien de gestion de l'offre protège les producteurs depuis des décennies, stabilisant les prix et préservant le tissu des communautés rurales, des cantons de l'Est, au Québec, jusqu'à la ceinture laitière du sud-ouest de l'Ontario. Washington considère depuis longtemps ce système comme une barrière injuste. Ottawa y voit, au contraire, une question de sécurité alimentaire et de stabilité rurale. L'alcool, ensuite. Les sociétés provinciales des alcools ont déjà retiré des produits américains de leurs rayons lors des précédents rounds de ce conflit. Si de nouveaux tarifs frappent les spiritueux, vins et bières canadiens exportés vers le sud, les distillateurs et brasseurs qui ont bâti patiemment leur réseau de distribution américain pourraient voir ces relations mises à mal du jour au lendemain. Le ciment et les matériaux de construction, un secteur souvent sous-estimé. Des tarifs ici se répercutent directement sur le coût de tout ce qui se construit, maisons, routes, ponts, des deux côtés de la frontière, à un moment où l'accessibilité au logement est déjà l'un des grands défis des familles canadiennes. Le bois d'œuvre, un dossier chargé d'histoire. Les conflits sur le bois résineux opposent le Canada et les États-Unis depuis des décennies, et les communautés de Colombie-Britannique, du Québec et du nord de l'Ontario ont déjà connu des fermetures d'usines et des mises à pied. Ajouter ces produits à une nouvelle vague de tarifs à 50% n'est pas une simple ligne administrative. C'est un coup direct porté à des villes qui ont déjà traversé cette épreuve. L'automobile, enfin, le secteur le plus surveillé. Les véhicules et pièces automobiles traversent la frontière canado-américaine plus que presque tout autre bien, soutenant à eux seuls des centaines de milliers d'emplois rien qu'en Ontario. Carney a été explicite. Régler les tarifs sectoriels sur l'automobile figure parmi les priorités absolues du Canada dans ces négociations, car une perturbation sérieuse ici ne toucherait pas seulement le Canada, elle se répercuterait directement sur les usines d'assemblage américaines qui dépendent de pièces canadiennes livrées à temps chaque jour. Le levier canadien est l'après-19 AORT. Il faut retenir une chose importante. Les guerres commerciales restent rarement confinées au secteur où elles commencent. Quand les tarifs font grimper les coûts des fabricants, ces coûts finissent toujours par réapparaître quelque part. Dans les prix à l'épicerie, dans des projets de construction retardés, dans des entreprises qui décident discrètement de ne pas embaucher cette année. Et cela ne relève pas de la spéculation. C'est déjà visible dans les données publiées par la Banque du Canada. Mais il faut aussi rappeler que le Canada n'est pas sans moyens de pression, même si cela ne transparaît pas toujours dans les gros titres. Le pays demeure l'un des fournisseurs les plus importants d'énergie, de minéraux critiques et de produits agricoles pour les États-Unis, des intrants dont l'industrie américaine dépend réellement. Chaque mesure de rétorsion envisagée ou appliquée par le Canada dans ce conflit plus large a été conçue avec précision, ciblant des industries et des États américains politiquement sensibles. Plutôt que de simplement répondre tarif pour tarif, c'est une stratégie délibérée, pas une réaction émotionnelle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Washington a dû, à plusieurs reprises, revenir à la table des négociations plutôt que de tout simplement claquer la porte. Alors, à quoi les Canadiens doivent-ils s'attendre dans les jours qui viennent ? D'abord, du bruit. Des gros titres qui oscilleront entre optimisme prudent et avertissements alarmants, parfois au sein de la même semaine. Les négociations commerciales de ce type avancent rarement en ligne droite, et les deux camps ont tout intérêt à afficher publiquement leur fermeté, tout en continuant à discuter en coulisses. Ensuite, il faut s'attendre à de réelles conséquences économiques, quelle que soit l'issue politique. Même l'incertitude elle-même a un coût. Des entreprises qui repoussent leurs décisions d'investissement, des familles qui remettent à plus tard leurs achats importants, des exportateurs qui se couvrent en cherchant de nouveaux marchés à l'étranger. Cette incertitude ne disparaît pas au moment où un accord est signé. Elle persiste et continue d'influencer les décisions pendant des mois, parfois des années. Enfin, ce conflit continuera de façonner la manière dont le Canada envisage son avenir, bien au-delà du 19 août. Quelle que soit l'issue de cette échéance précise, la leçon plus large a déjà été retenue à Ottawa, dans les capitales provinciales et dans les conseils d'administration à travers le pays. Dépendre d'un seul partenaire commercial, aussi proche et historiquement fiable soit-il, comporte un risque que le Canada ne peut plus se permettre d'ignorer. C'est pour cette raison que l'on entend tant parler, en ce moment, de nouveaux accords commerciaux avec l'Europe, d'un renforcement des liens avec la région Indo-Pacifique et d'investissements dans les ports, les pipelines et les infrastructures canadiennes destinées à acheminer les produits du pays vers des marchés au-delà des États-Unis.
Ce moment, aussi douloureux soit-il, pourrait bien accélérer une transformation amorcée depuis des années, celle d'un Canada plus indépendant sur le plan économique, plus diversifié et moins exposé la prochaine fois qu'un conflit de ce genre éclatera. Rien de tout cela ne rend les prochaines semaines plus faciles pour les personnes dont l'emploi et les moyens de subsistance sont directement en jeu. Mais cela permet de comprendre pourquoi le ton de Mark Carney est passé d'une diplomatie prudente à quelque chose qui ressemble désormais à un véritable avertissement. Il ne s'agit plus seulement de gagner une négociation. Il s'agit de prouver, une fois pour toutes, que le Canada peut tenir bon même lorsque son plus grand partenaire commercial hausse le ton. Retenez bien cette date. Le 19 août. Ce n'est pas une simple ligne inscrite sur un calendrier dans un bureau de commerce international. C'est le moment qui pourrait déterminer les prix à l'épicerie, le nombre d'emplois disponibles et la forme des relations entre le Canada et les États-Unis pour les années à venir. Nous continuerons de suivre ce dossier de très près, avec les faits, les chiffres et ce que cela signifie concrètement pour vous, votre travail et votre communauté. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire avec votre avis et surtout à vous abonner à La Voix des Nations pour ne rater aucune mise à jour sur cette crise et sur les grands équilibres géopolitiques mondiaux. À très bientôt sur La Voix des Nations.